عندما مثلا أزول في لون ثقلت نظن من السجاي وكنا نويا ولا فم زروي نتمورت نلزاير يميث ولا مكليا السجاي عند 5 جويي اسم ثايدير كليا ثقرا ولا 54 شو كان إلى قنزر باللي وقبل دولة ثقرا ولا 54 الطاس إتيزوارن الطاس وهجيريز ديلان مازم غادينا كاكين غيمين امنو غاف ثموننت الجزائر نعرف الاستقلال نتمورت الجزائر تيل اللينس إذا زمرا دينا ديك سكواسن 20 دقيقة ديك تمورت فرنسا سواء مقارن ثلاث ليطوال نور افريكان من بعد لو بي بي ا مقارن لو موفمون ناسيونال نتمورت الجزائر تصق مضبرن إكت كان دي وين حرك كاين اسرتان لو موفمون كاين ناسيونال ازيري وكان كاين لمي ديك سكواسن 1954 إمضبرن لو فلان صوضني وكن أتشعلن تقرون 54 يقبين أرتليان تمورتنا الجزائر راسا كان خير وكنا المسلاف يون ورقاز يسعى نزل أتصطص يقول حركة جاين مقال لو موفمون ناسيونال ورقاز بالقاسم رجاف خاصو لما إلى أفيون الدور ضم قران ديال الموفمون ناسيونال كاع شو كان راح ما كان تسوس شي طوح هسا كاع نعرضه الناس كثير سكراو مسلاي أكد والرويس إمين إيجاد الرويس يكتعرضنا مش أرد حيون أين كيك خدم سوين يتعرضنا مع أكيد جرنا مع مسلي سنديتي لينا كود العشير وذاك يكترونا مزروي لي هيستوريا السجاه هنا نعرضه ند أرداجي وكنا مسلي يتسن وكنا جين أدمس باتريك راجيف إجلان دجير يدين ذي البلاطو وكنا أدم مسلي فافاس وذاغن أما كان إجلان أدم مسلي سيماري كان طارق راجيف qui est avec nous en direct de Dallas, c'est les États-Unis justement et وكنا أدم مسليين فافاسن بالقاسم راجيف وما إلي يدنا يعني يون ومسناو ومزروي ستاني ستوريان بنجامين ستورا نروح نعنات وكن أغيد مفكي يمسلايين وكن أغيد يمسلاي بالقاسم راجيف. Donc il y aura dans cette émission également une interview avec Benjamin Stora qui a bien voulu nous parler de Belkacem Rajef. Donc je vais essayer de résumer un peu Patrick et Tarek. Tarek est à Dallas. Bonjour Tarek, je vais commencer par vous. Bonjour et merci beaucoup. En tout cas, on va essayer de vous garder le plus longtemps possible pour que vous nous disiez quelque chose par rapport à votre papa que vous avez bien connu et vous êtes en train de garder un peu sa mémoire et essayer de la transmettre à tout le monde, notamment aux Algériens qui doivent connaître un peu cette histoire-là. Également sur le plateau, Patrick Rajef, un autre fils de Belkacem Rajef. Patrick, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de votre papa. Merci de nous recevoir. C'est effectivement l'idée que nous avons de faire connaître cette personne que nous connaissons en tant que père, mais que j'ai découvert, moi, beaucoup plus tard, en tant que militant, notamment quand l'une des élèves qui était en classe avec ma fille et ma nièce, en classe de maîtrise d'histoire, l'une de ses collègue a décidé d'écrire son histoire et nous a interrogés. Et donc, j'ai découvert mon père, cet aspect militant dans ce document qui lui a permis d'ailleurs à cette Elisabeth d'obtenir son diplôme de maîtrise. D'accord, très bien. Donc en tout cas, j'imagine que vous l'avez découvert comme vous l'avez dit avec le temps et j'imagine peut-être après un peu sa disparition. On va dire un peu quand même deux mots sur lui. Il est né en 1909 en Kabylie, dans la région de l'Arbanatiyaten, au Front National. Il arrive en France vers la fin des années 20, 1929. Il commence directement à militer dans l'étoile nord-africaine d'abord, après dans le PPA-MTLD, et après il a poursuivi son militantisme pendant la guerre de libération avec les responsables du FLN. Voilà, si on peut résumer un peu sa vie, mais même après 62, il est parti en Algérie. Il a essayé de servir son pays autrement, pas structurellement dans une institution du FLN ou du pouvoir, mais il s'est beaucoup intéressé au côté humanitaire et on peut dire que le secourisme algérien, c'est un peu, il trouve un peu naissance, ses origines avec lui. On va en parler justement vers la fin de l'émission. Mais pour commencer cette émission, Tarek, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment vous avez compris que votre papa militer pour une cause voilà, qui vous dépasse, on va dire, voilà, que vous ne comprenez pas beaucoup, que vous ne saisissez pas bien en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant?
J'ai compris l'importance de mon père le monde algérien, la patrie, dans sa patrie algérienne, au moment où on est allé recevoir Messali Hadj à l'arrivée de son enterrement à Brazzaville. On est allé avec ma sœur, qui avait à l'époque 3 ans, 2 ou 3 ans, l'accueillir à la descente de l'avion à Brazzaville. Et il y avait toute une foule, une représentation assez importante d'Algériens qui étaient là à l'arrivée. Et mon père l'a accueilli à la descente de l'avion. Ils se sont embrassés et ma sœur lui a donné une gerbe de fleurs. Donc, c'était le retour de Brazzaville. Il y a une date exacte. Je crois que ça devait être la fin 44. Euh, euh, la date, elle doit être là dans l'histoire quelque part, mais voilà, c'est ça, c'est là où ça a démarré. Très bien. J'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait. Patrick, votre frère parle d'à peu près 1944. Et vous, quel est le premier événement qui vous a indiqué que il milite pour quelque chose, il est dévoué pour une cause à quel moment vous avez compris ça? Alors, j'ai pas construit très rapidement la chose, mais je l'ai vécu effectivement très 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 jeune. Et ça, je l'ai découvert grâce à mon frère il y a à peine une quinzaine d'années, où il m'a expliqué que juste après ma naissance en mars 45, il y a eu les événements de Sétif, et que comme mon père était très impliqué au niveau du MTLD, qui était responsable ce lancement de manifestation, il était recherché par la police, et ma mère et moi, on a été mis par la police française je ne sais pas si en garde à vue ou en prison, pour obliger mon père à se rendre. Je l'ai appris il y a une vingtaine d'années maximum, donc c'est effectivement a posteriori, la première fois que j'avais vraiment compris que mon père était très impliqué, puisque ça m'a touché. Mais je m'en souviens pas. Par contre, mon frère s'en souvient très bien, parce qu'il est resté tout seul avec ma sœur pendant une semaine, alors qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Et donc, c'est lui qui a géré cette affaire. Et il avait donc une petite dizaine d'années. Voilà. Donc, effectivement, alors après, beaucoup plus tard... effectivement, on allait rue Xavier Privat. Je me souviens d'être allé boire du thé à la menthe dans l'immeuble du 22 rue Xavier Privat. Je me souviens de ça. Et puis, un peu plus tard, beaucoup plus tard même, juste après l'indépendance, après le cessez-le-feu plus exactement, il avait organisé une réunion où il m'avait invité, ça m'avait beaucoup ému. Et donc, je suis parti avec lui en 1962. Je venais de terminer ma seconde au lycée de Lorient. Et je suis parti avec lui en Allemagne, où il a rencontré tous les dirigeants du FLN qui étaient exilés en Allemagne à cette époque-là. Donc, c'était au printemps de 1962. Et puis après, je suis descendu avec lui en Algérie. Et là, j'ai vu l'organisation du nouveau gouvernement. J'ai vécu tous les événements de juillet 1962. Et là, j'ai compris qu'effectivement, il avait un rôle. Je me souviens très, très précisément que juste avant l'Assemblée constituante, j'ai une anecdote assez amusante à vous raconter, c'est que il est sur l'esplanade de la place dite du gouvernement, et ils étaient plusieurs à se rencontrer, à discuter, et Ben Tobal s'approche de lui et lui dit « Ah, c'est toi, Radjef ?» Je croyais que c'était un vieux croulant. Et mon père dit « Non, non, ça va, je suis en bonne santé. » Très bien. En tout cas, l'importance de Belkacem Rajef, on la connaît, surtout quand on consulte un peu les livres d'histoire
qui ont été écrits sur l'histoire du mouvement national algérien. Il fait partie des pionniers du mouvement national algérien avec la création de l'Étoile nord-africaine, la deuxième, et puis par la suite du PPA-MTLD, et puis même pendant la guerre de libération, les contacts qu'il avait gardés avec les responsables du FLN, parce qu'il faut expliquer au début, il a été en prison, au début de la guerre de libération, il a été en prison. On va laisser peut-être Benjamin Stora nous dire deux mots sur l'importance de Belkacem Rajef comme étant l'un des principaux personnages du mouvement national algérien. Kunja, Adwalim, Ouatslem et Benjamin Stora, Badad Nouran et Wakenan Kemel Lawel. Belkacem Rajef est un très grand personnage de l'histoire du nationalisme algérien, dans l'histoire compliquée et longue du nationalisme algérien, parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les pionniers, les fondateurs de l'Étoile nord-africaine. Il est arrivé en France en 1929, à ma connaissance, donc il n'a pas participé directement en 1926 à la création de la première Étoile nord-africaine, mais il fait partie de ceux qui ont porté l'organisation alors qu'elle avait été dissoute en 1929. Donc Rajef va participer, disons, à la constitution, proclamation de la deuxième étoile nord-africaine, c'est-à-dire la glorieuse étoile nord-africaine en 1933, dont le siège d'ailleurs est rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris, pas loin d'ici. Donc c'est là où était le siège, disons, de cette organisation qui va reprendre en fait le flambeau, mais avec des modifications importantes, entre autres le fait de la double appartenance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appartenir à la fois à l'organisation nationaliste et en même temps au Parti communiste français. Bon, parce que, disons que Messali, Mache et Rajef se méfient aussi de l'emprise du PCF à l'époque sur le mouvement nationaliste. Ils ont été très déçus par son attitude au moment de la dissolution de 1929. Donc à partir de là, ils veulent créer leur propre organisation avec leur propre journal, qui est le journal El Oumma, donc qui a été proclamé, créé en 1933. Donc il a joué ce rôle-là. Il fait partie du trio, en fait, qui dirige l'organisation. C'est pour ça que c'est un personnage extrêmement important. Et tous sont très très jeunes, et qui exercent des métiers très particuliers. Parce que lorsque Rajef, je crois, arrive à Paris, il va devenir menuisier, enfin bon, faire des... Mais en fait, beaucoup vont être ce qu'on appelle des marchands ambulants, quoi. Marchands de 4 saisons, marchands ambulants, parce que ça leur laissait du temps de libre pour militer. Et Rajef, c'est celui qui va, Rajef Belkacem, donc c'est celui qui va ensuite participer à la constitution de la nouvelle organisation, le PPA, le Parti du peuple algérien, parce qu'il faut dire que le gouvernement de Front populaire, qui avait soulevé un grand espoir, Rajef d'ailleurs était partisan, lui, plutôt du Front populaire, avec Marceau Pivert, avec la gauche socialiste. Bon. Mais ils sont très déçus parce qu'il n'y a pas de réforme particulière. Le projet Blum-Violette, bon, c'est un tout petit projet qui ne donne rien, qui n'est même pas discuté au Parlement, donc il y a beaucoup de déceptions. Bref, le gouvernement de Front populaire dissout l'Étoile nord-africaine en janvier 1937, et donc ils vont créer une nouvelle organisation. Alors cette fois-ci, ils ne vont pas faire glorieuse ou étoile, etc. Donc le terme est abandonné, et ils vont créer le Parti du peuple algérien, le PPA. On vient d'écouter et de voir Benjamin Stora qui nous résume un peu l'importance de Belkacem Rajef dans le mouvement national algérien. Tarak, qu'est-ce que vous gardez de lui pendant cette période-là, dans les années 50, à travers quoi vous avez compris qu'il a une importance capitale dans le mouvement national? Il m'a amené avec lui dans plusieurs réunions. Des fois, souvent c'était des réunions dans des cafés de Paris. Quand il faisait ses discours d'endoctrination et montrer l'importance d'avoir des droits comme tout le monde et d'avoir un pays indépendant, j'étais avec lui jeune et j'ai rencontré plusieurs personnes à travers ma vie qui sont membres de l'histoire de l'Algérie. J'ai rencontré Messali Hadj, j'ai été reçu par Messali Hadj à El Biar, dans sa résidence. J'ai déjeuné, j'ai fait le 4 heures qu'on dit à l'époque, avec sa fille, Janina. J'ai vu Chokri, Mostafa.
Donc, j'ai vu plusieurs fois Yazid quand les bureaux de la Fédération de France étaient au 22 rue Xavier Privat. J'y suis allé plusieurs fois avec mon père et j'ai vu Mohamed Yazid en haut. C'est lui qui faisait marcher le centre d'information au 5e étage de l'adresse là. Donc, j'ai fait beaucoup de. J'étais vraiment un témoin. Il m'a amené comme un témoin de ce qu'il faisait, quoi, plus ou moins. Et jusqu'à au mois de décembre 54, mon frère Yamina et moi, on était là présents quand la police est venue le chercher. C'était juste avant la Noël. C'était pour les vacances de la Noël qui était venu nous chercher Très au bien. lycée. La police l'a ramassé et l'a emmené. On l'a revu libre que 2 ans, presque 2 ans plus tard. Plus tard. Le sens de sa vie, tout le reste passait derrière. C'était la lutte anticoloniale et l'indépendance de l'Algérie. Tout le reste, la famille, sa richesse, etc., tout ça s'est passé au second plan. C'était pas son objectif. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a fait, y compris d'ailleurs après après la guerre, c'était aussi dans l'intérêt de l'Algérie, de son autonomie, de sa responsabilité. Alors, يثنتمون لي نظن داغن اسميت نتاع هاي المنقر لا كريز berbériste داغني ذاك aussi le mouvement national il a vécu une crise. Bon, il y avait essentiellement deux tendances, et une tendance qui mettait un peu l'indépendance au centre des intérêts comme question centrale, et après les autres questions c'était des questions secondaires. Et puis il y a une autre tendance qui voulait justement clarifier toutes ces questions-là du futur de la nation algérienne, comment allait être la nation algérienne par la suite. Donc ils se sont affrontés, enfin idéologiquement bien sûr, sur le plan politique. Et à cette époque-là, Belkacem Rajaf, il avait un peu une position un peu conciliante entre les deux tendances. C'est à peu près ça. Je crois que surtout ce qu'il voulait, c'est effectivement qu'on mette en priorité l'indépendance et que les questions d'organisation future de l'Algérie, ça devait passer au second plan et c'était un problème qui se réglerait entre Algériens après l'indépendance. Et là, en fait, le fait que la colonisation pouvait intervenir effectivement dans ce débat, il pensait que c'était pas opportun de laisser les gens qui étaient, parce que ça concernait effectivement le territoire algérien, et je pense qu'il n'était pas souhaitable de son point de vue qu'il y ait une intervention de la colonisation dans ce débat sur l'organisation future du pays. Tarek, est-ce que par rapport à cette question de sa position par rapport à cette crise qu'on appelle crise berbériste, est-ce que il vous a raconté quelque chose? Est-ce que vous en a parlé par la suite? Ouais, tout d'abord, si quelqu'un est intéressé et veut avoir les détails, il y a un article de 20 pages que Ben Khedda a mis dans son livre l'histoire du 1er novembre 1954, si je me rappelle du titre correctement. Il a mis mot pour mot les 20 pages du rapport que le père lui avait donné à l'époque, enfin beaucoup plus tard. Mais c'est exactement ça, c'est que le but de mon père de 1930 jusqu'à 1962 n'a jamais changé. Indépendance, indépendance à tout prix, quoi que ce soit les moyens, indépendance, indépendance, indépendance. Il n'a jamais changé de point de vue. Donc, à chaque fois qu'il y avait des problèmes internes au sein du mouvement national, il s'est toujours retrouvé au milieu de ces problèmes-là pour essayer de les résoudre et de concilier les gens. Et la crise berbériste de 49, c'était des gens qui voulaient un système politique différent de celui que Messel Hadj voulait. Mais à l'époque, mon père a dit que ce n'était pas le moment de discuter de ces choses-là, qu'on ne pouvait pas se diviser et créer tous ces remous et ces problèmes. Il y a eu de problèmes assez importants au sein du mouvement à cette époque-là. Et donc, en fait, Messali Hadj avait envoyé
une équipe de 4 ou 5 Algériens dont le père était un des principaux. C'était tous des Kabyles. C'était des Kabyles qui ont dit aux autres Kabyles, attention les gars, il ne faut pas mélanger faire de la salade avec toutes ces histoires-là, c'est pas le moment de le faire, grosso modo. Donc, et il a été reproché, mon père a été reproché d'être anti-berbère. En fait, c'était un des plus grands berbères. Tous ses discours étaient en kabyle, hein, mais c'était un grand orateur kabyle. Il connaissait la langue de fond en fond. Et donc, c'était un vrai berbère. Ça a toujours été un vrai berbère, mais il était algérien d'abord, berbère deuxième. Très bien. Tarek, merci beaucoup. En tout cas, c'est clair ce que vous venez de dire et certainement Benjamin Stora va le confirmer. On va laisser aussi maintenant nos téléspectateurs regarder un autre extrait justement de Benjamin Stora qui revient effectivement sur sa position pendant cette crise berbériste. On vous laisse écouter et regarder Benjamin Stora. Quand éclate la crise berbériste, c'est qu'il est sur disons, une ligne politique, encore une fois, intermédiaire. C'est-à-dire qu'entre les partisans, allez, disons-le, d'un berbérisme résolu, très implanté en France, très très fort, et puis les partisans, eux aussi d'origine kabyle, parce que c'est ça qui est compliqué dans cette histoire, mais qui sont partisans de la construction d'un mouvement national unifié, quoi, hein, de type jacobin, en fait, fondamentalement, dans laquelle il y avait crime, hein. Crime Belkacem était davantage sur cette orientation jacobine, disons, où leur position c'était de dire la question centrale c'est l'indépendance. Et après, disons, on réglera la question des minorités, etc. Et puis il y avait la tendance opposée qui dit non, si dès maintenant on ne règle pas la question du statut de la langue, des minorités, etc., on va dans le mur, c'est pas possible, quoi. Il y a deux tendances qui s'affrontent, hein, qui sont pas du tout d'accord, etc. Beaucoup, d'ailleurs, dans les deux tendances, sont d'origine kabyle. C'est ça comme quoi, vous voyez, c'est pas la question de l'ethnicité qui compte, mais c'est la question de la divergence idéologique sur la politique, sur la nation à construire, hein. Ils sont tous d'accord pour l'indépendance, mais quelle nation? Quelle Algérie? Plurielle, jacobine, ou pas? J'allais presque dire girondine, c'est-à-dire quand on reprend le vocabulaire de la Révolution française. Et Radjeb, il est entre les deux, en fait, fondamentalement. Il n'est pas un partisan résolu de Messali, hein, dans cette crise, qui, lui, est pour la nation centralisée, homogène. Et puis, il n'est pas un partisan non plus d'un berbérisme, comment dirais-je, identitaire très puissant, quoi. Il sent que la question centrale, quand même, c'est l'indépendance. C'est fondamentalement, on pourrait presque dire, entre guillemets, un berbère nationaliste, quoi, algérien. Benjamin Stora, toujours, qui nous accompagne, je veux dire, dans cette émission, avec cette interview autour de Belkacem Radjeb. Donc, je veux bien qu'on revienne un peu sur... après, c'est bien entendu, c'est le déclenchement de la guerre de libération en 1954. Et nous savons bien que lui, il était avec les gens qui voulaient déclencher la guerre. Et justement, il a adhéré à l'idée, même si il était en différence sur cette question, et j'imagine sur d'autres questions avec Messali Hadj, qui était un vieux compagnon à lui. On peut dire, c'est un de ses lieutenants, on peut le dire, c'est son bras droit, on le présente comme ça. Mais malgré ça, quand arrive le déclenchement de la guerre de libération, il a fait le choix d'aller avec l'idée de faire la guerre pour l'indépendance de l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces différends avec Messali Hadj, pas uniquement sur cette question du déclenchement de la guerre, mais également sur un certain nombre de questions sur lesquelles il n'était pas tout à fait d'accord avec Messali Hadj? Je pense que mon père Belkacem était un démocrate et que donc ces idées de démocratie, je pense qu'il les a acquises dans les années 20, notamment par son passage éclair, je crois, mais reconnu au Parti communiste, où le système de responsabilité était organisé de manière par des élections, et que donc il n'y avait pas de leader de droit divin en quelque sorte, et que là, quand Messali a demandé et les pleins pouvoirs et la présidence à vie,
Là, c'était le point de non-retour. Donc, je crois qu'il a été l'un des derniers à aller le voir à Ornu. Alors, je ne sais pas si c'est avant le congrès de 1954, d'août 54, ou après, mais je crois que c'était plutôt avant le congrès de 1954. Il est allé à Ornu pour essayer de le ramener dans le giron du MTLD, de la direction du MTLD, et que Messali n'a pas souhaité, est resté sur ses positions de présidence à vie, avec les pleins pouvoirs. Voilà, c'était un point de divergence profond pour lui, et malgré toute l'amitié qu'il avait pour lui, il le considérait un peu comme son grand frère, hein, parce qu'il avait Messali avait l'âge de son frère aîné, de 10 ans plus âgé que lui, et donc malgré ça, il est resté avec les démocrates, parce que je rappelle quand même, ce qui était important, c'est que le MTLD, c'est un acronyme qui signifie le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Tout à fait. Tarek, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu un peu ce qu'a dit votre frère par rapport à ces différends avec Messali Hadj, notamment vers le début des années 50 et puis juste avant le déclenchement de la guerre de libération. Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous avez eu vent de ces différends qu'il avait avec Messali? En plus de ça, oui, on en a parlé un petit peu, mais en plus de ça, j'ai aussi les manuscrits écrits, tapés, les notes de mon père lui-même. Et il est allé voir Messali Hadj plusieurs fois, mais c'était avant Ornu. Ornu, c'était une conférence de tous les membres anti-centralistes, qui a un congrès qui a pris place, je crois que c'est en Belgique, à Ornu. Mon père, il n'est pas allé là-bas, il n'est pas allé à Ornu. Mais il l'a vu avant, il a plusieurs fois, mais il a écrit dans une de ses notes, il a dit, j'ai parlé à Messali, et puis il m'a continué à me dire, il faut pas briser cet élan, parlant de l'élan de lui étant le chef suprême et le grand il a pas réussi à convaincre que ses positions n'étaient pas satisfaisantes. C'est exactement ça qui a créé la séparation entre les centralistes et les messalistes, c'est que il a demandé les pleins pouvoirs, comme mon frère a dit d'ailleurs correctement, et il a été voté 28 voix contre 2, contre les pleins pouvoirs et contre la présidence à vue. Et donc il s'est complètement dissocié de Lamine de Barine, qui était le président du comité central du MTLD et secrétaire du MTLD. Et quand il a créé ce congrès à Ornu, c'est là qu'il a été voté président à vie par ce groupe-là, qui est devenu le MNA. Donc juste après, arrive le déclenchement de la guerre de libération. Mais peu de temps après, il a été arrêté justement pour ses activités au sein du mouvement national. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette période-là, sur sa position par rapport à la guerre et son arrestation quelques mois après? Oui, il y a eu un congrès à Alger du 13 au 16 août 1954, où il y avait 200 personnes qui représentaient toutes les tendances algériennes, les jeunes, les anciens, les membres courants et tout ça. C'était en anglais, ils appellent le leadership. C'est tous les chefs, les militants importants du mouvement national algérien se sont rencontrés à Bellecour du 13 au 16 août 1954. Et toutes ces tendances-là, il y avait, comme on l'a dit, on l'ont élu président de la séance parce qu'il savait qu'il était neutre et qu'il allait donner la parole à tout le monde. Et il m'a raconté plus tard que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ils ont passé 72 heures dans ce garage-là, à Bellecour, et il y avait les camionnettes qui leur amenaient les sandwichs. Ils ont couché sur les bancs. Et il dit, moi, j'avais toujours une tendance partielle, une tendance partielle envers les jeunes. Et
J'avais déjà entendu les jeunes, les vieux parler depuis longtemps, donc je voulais entendre les jeunes. Et c'est à cette époque-là que je crois qu'après cette réunion, que la décision a été prise il devrait y avoir un déclenchement armé pour que l'Algérie devienne indépendante. On va essayer d'écouter à nouveau Benjamin Stora qui revient aussi, cette fois-ci, sur son positionnement, sa position par rapport au déclenchement de la guerre. On vous laisse écouter et regarder Benjamin Stora. Dans cette crise, dans toutes ces crises, disons, extrêmement compliquées, lui va se retrouver progressivement du côté de ceux qui sont pour le déclenchement de la lutte armée, mais dans une perspective de lien avec ce qu'on appelait les centralistes. C'est-à-dire qu'ils restent en lien avec la direction du parti. Mais c'est contre Messali. Donc c'est ça, donc la constitution du FLN. C'est compliqué, hein, il faut rentrer dans les détails. Bon. Et donc il va faire la guerre du côté du FLN, en fait, hein, et pas du côté de Messali et du MNA, qui a beaucoup de partisans en France à l'époque. Hein. 54, 57, pratiquement jusqu'en 58, hein, il y a énormément de messalistes en France. Mais Radjev, il fait partie des pionniers, enfin des fondateurs, qui, comme Image d'ailleurs hein, aussi, il ne faut pas l'oublier, qui ne sont pas allés avec Messali dans la constitution du MNA, qui ont suivi, disons, l'évolution vers le FLN, mais en étant très, j'allais dire, ils n'étaient pas totalement convaincus. Parce que la multiplication des déclarations sur l'arabité de l'Algérie, enfin bon, je ne vais pas reprendre tous les débats qui se développent, l'assassinat de Habban, qui est connu très vite, hein, je veux dire, très vite, personne n'est dupe hein, sur l'assassinat, tout ça se sait quand même, hein, à l'intérieur du mouvement national algérien. Donc il y a quand même la volonté, bien sûr, de mener la guerre, d'être pour l'indépendance, tout ça c'est évident, hein, c'est partie des évidences. Mais en même temps, il y a, comment dire, une réflexion sur la nation, encore une fois, quoi. C'est-à-dire la pluralité, le problème des minorités, le problème de la langue, le statut des femmes, enfin, etc. etc. Tous ces gens-là, tous ces vieux militants quand même, hein, parce qu'ils commencent vraiment à avoir de l'expérience quand même. Hein. Je veux dire qu'ils ont 20-30 ans de militantisme politique derrière eux. Hein, c'est pas nouveau, hein. C'est pas simplement la lutte armée, quoi. Hein. Non, oh là. Ils sont déjà engagés dans des luttes politiques. Et ce qui fait que, en fait, de mon point de vue, lorsque la guerre se termine, il va surtout être dans l'humanitaire, fondamentalement. Fondamentalement, il ne va pas faire une carrière politique classique. Il va se réfugier, entre guillemets, dans des solutions de type construction, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des ONG, quoi. C'est-à-dire dans le travail humanitaire, des orphelins de guerre, etc. Mais pas une carrière classique, disons, d'apparatchik à l'intérieur de l'appareil d'État, comme d'autres hein, qui vont le faire, par contre. Donc c'est une vie assez extraordinaire, parce que c'est qui épouse hein, tous les soubresauts du nationalisme algérien. On vient de voir un autre extrait de Benjamin Stora. Donc maintenant, on va parler un peu d'après l'indépendance. En 62, il est rentré en Algérie après l'indépendance. Et il n'est pas rentré dans les structures du FLN ou bien pour occuper un poste de responsable politique. Il est allé directement s'occuper d'aider les gens, les pauvres gens, notamment les enfants pauvres ou bien orphelins qui vivaient dans la misère et dans la pauvreté. Il s'est consacré justement à ces gens-là. On peut dire que c'est lui qui a donné, qui a jeté les bases du secourisme national algérien avec cette structure qu'il a créée lui-même pour accueillir tous les enfants sireurs ou bien les enfants qui faisaient la vente à la sauvette dans les rues d'Alger, dans un centre du côté de Sidi Frodj. On leur apprenait, on les éduquait et puis on essaie de les insérer dans la société pour qu'ils deviennent des citoyens à part entière avec leurs droits. Il disait qu'on ne peut pas parler d'indépendance s'il n'y a pas d'indépendance sociale sur le plan économique et social. C'est un peu ça. Son idée, c'était
il pensait que l'éducation était vraiment une priorité. Et quand l'Algérie est devenue indépendance, alors on parle des orphelins, mais je pense que pour lui, ce qu'il a dit, et ça je suis formel là-dessus, il a dit que les Sireurs, c'était le symbole de la colonisation. Et que donc, si à partir du moment où on avait lutté contre la colonisation, il fallait éradiquer l'un de ces symboles qui était le cireur, c'est-à-dire l'enfant qui se met à genoux devant une personne pour lui cirer les chaussures. Et de ce fait-là, donc il a ramassé, alors évidemment c'était des cireurs, mais il n'a pas oublié les filles, et donc il a créé une structure, association entre guillemets loi de 1901, c'est-à-dire indépendante de toute hiérarchie. Il a collecté des fonds privés, c'est les commerçants d'Alger qui ont cotisé pour apporter les premiers fonds de cette association. Et donc, ils ont commencé à travailler, à ramasser des cireurs. Le premier centre a été installé à Sidi Ferruche. Je crois que c'était dans les anciens locaux qui avaient été occupés par une organisation à but non lucratif de Madame Massu. Je crois que c'était dans ces locaux-là. Il a été aidé aussi grâce à ses connaissances par des autorités locales. Et donc, il a créé plusieurs centres. Mon frère et moi, on a participé à l'un de ces centres qui était à Douéra, le château Holden. Moi, j'ai fait 3 mois comment dirais-je, d'alphabétisation avec des enfants donc, qui venaient de la rue. Et mon frère, je crois, a participé également, il vous le dira. Et le directeur du centre de Château Holden, c'était Ali Zamoum, donc qui est aussi un ancien très connu. Et donc voilà, on a fréquenté ce système-là. Et puis donc moi, je suis parti en septembre 63 à Sétif comme élève maître d'internat. Et voilà. Donc lui, il a continué et ça a pris beaucoup d'ampleur. Alors une anecdote, c'est que, alors j'étais pas présent bien évidemment, mais on m'a raconté. D'abord, premièrement, quand il est mort, on a reçu une lettre d'un ancien cireur qui était pilote de MiG. Et on m'a raconté que un jour, il a pris l'avion sur les lignes ordinaires et il avait pris un billet en seconde classe. Et le commandant de bord l'a fait. On est allé le chercher pour le mettre en première classe. Et il voulait pas. Et puis finalement, le commandant de bord est allé le chercher. Il l'a installé au poste de pilotage. Voilà. C'est grâce à lui qu'il est devenu pilote. Voilà. Qu'il est devenu pilote. Très bien. Très beau témoignage, Patrick. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode, de cette période-là, Tarek, par rapport à ce qu'il a fait en faveur des enfants pauvres et les cireurs? Ouais, tout d'abord, quand il est arrivé en Algérie en 62, bien entendu, euh, tout le monde dans le gouvernement qui avait pris position à l'époque le connaissait et ils lui ont offert des postes importants. Je crois que mon histoire à moi, que je n'ai pas les preuves, mais on lui a offert le secrétariat général du FLN, qui est probablement un des postes les plus importants dans la nouvelle Algérie. Il a refusé ça. On lui a offert un poste en Espagne. Il a dit non, 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 moi je ne veux pas être ambassadeur en Espagne, c'est pas mon genre de personnalité. Et par conséquent, il dit moi, si je veux pas faire de politique, il dit si je peux aider d'une façon ou d'une autre les gens qui sont nécessiteux, qui ont des besoins, c'est ça qui m'intéresse. Et par conséquent, Bachir Boumaza, qui était le ministre des Affaires, du Travail et des Affaires sociales à Alger, lui a offert le poste de chargé de mission au sein de son organisation. Et c'est à ce moment-là ils lui ont confié la charge de distribuer les denrées d'aide qui venaient des pays étrangers à travers toute l'Algérie. C'était son premier boulot. Et c'est pendant cette période-là où il était chargé de mission, et je crois qu'il a fait ça pendant assez longtemps, qu'il
il avait ce projet dont mon frère a parlé, qui était de nettoyer l'Algérie des petits cireurs et d'essayer d'aider les orphelins et les enfants nécessiteux. Et mon frère a donné les détails là-dessus. On voit que pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort, hein, il est décédé en 1989, peu de temps après ce qui s'est passé en 88, nous nous rappelons tous les événements d'octobre 88, et là aussi pour montrer que le chemin qu'avait pris l'Algérie après 62 ne lui plaisait pas, il a signé une déclaration avec 5 autres compagnons responsable du mouvement national justement, et c'est une déclaration qui a été publiée dans le journal El Moudjahid le 19 novembre 88, une déclaration de 6 anciens dirigeants nationalistes. Donc il y avait lui, Ben Youssef Ben Khaddam, Bark Jilani, Abdelrahman Kiwan et Hossein Lahwal, où ils justement disent un peu leur avis sur l'Algérie de demain, comment il fallait la construire. Et 2 mots m'ont pris un peu, bon c'est une longue déclaration, mais il y a essentiellement 2 mots qui reviennent. Il y a la souveraineté populaire par le peuple, il faut laisser le peuple décider souverainement. Et il y a un deuxième mot qui est lourd de sens et qui est très très important, c'est la liberté d'expression. Voilà un peu, c'est une longue déclaration sur 7 ou 8 points, mais en tout cas c'est les 2 points essentiels, la souveraineté du peuple par le peuple, laisser le peuple s'exprimer et choisir ses dirigeants, et la liberté d'expression. Vous avez eu vent de cette déclaration, j'imagine, Tarek. Oui, il me l'a envoyé d'ailleurs. Il m'a envoyé, j'ai toujours l'article du journal, enfin la page du journal qui a cet article-là dedans. Il me l'a envoyé, il a écrit une lettre le 30 novembre 88 et où il expliquait de la situation en Algérie et il a envoyé ça avec. Il a dit d'ailleurs comme toujours, il a dit dans cette lettre-là qu'il y avait des excès des 2 côtés. Il dit il y a les étudiants qui sont d'incendier les rues et puis qu'on fait la pagaille, mais d'un autre côté, il y a l'armée avec les chars qui ont réagi trop violemment à cette situation-là. C'était toujours la même histoire. Il était au milieu et il voyait les fautes des 2 côtés. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Tarek. Il est décédé peu de temps après, en mai 89. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, parce que même quand il est décédé, il était un peu sujet, je dirais pas de conflit, mais en tout cas, c'est tout le monde qui voulait l'adopter, même dans sa mort. C'est-à-dire, on voulait l'enterrer en Kabylie, on voulait l'enterrer au cimetière de la Alia et on voulait l'enterrer dans un cimetière populaire d'Alger. Racontez-nous un peu cet épisode, j'imagine, douloureuse pour vous, mais elle nous enseigne un peu sur le personnage et son importance. Oui, alors effectivement, donc en 1989, quand il est décédé, j'avais été le voir trois mois avant son décès, et j'ai trouvé que les locaux enfin l'hôpital dans lequel il était, c'était vraiment déplorable. Toutes les conditions étaient vraiment déplorables, mais malgré tout, donc, il est décédé. Je crois que ces événements de 88 l'ont un peu démoralisé aussi, et que en fait, il avait plus vraiment envie de continuer. Et je crois que c'est comme ça qu'on pouvait penser les choses. Et alors, au moment de son décès, je me trouvais sur place avec ma sœur. Et donc, il y avait effectivement Ben Youssef Ben Reda qui voulait qu'il soit enterré au cimetière Saint-Eugène, parce que, disait-il, beaucoup d'anciens militants étaient enterrés dans ce cimetière. Je crois que du point de vue de Ben Youssef Ben Reda, il avait aussi une arrière-pensée politique, sachant qu'effectivement, le fait de pouvoir dire, voyez comment l'État s'occupe de nos anciens dirigeants, ça allait dans un sens politique. Et puis ensuite, il y avait les gens de Kabylie qui voulaient l'enterrer dans leur village. Donc ils sont venus avec une camionnette et ils avaient tout préparé pour ça. Et donc ma sœur et moi, on avait plutôt une façon diverse de penser, en disant qu'il a sacrifié sa vie pour son pays.
Donc, ce qu'on doit reconnaître, c'est l'autorité du pays, quel qu'il soit, en dehors de toute considération politique. Le secrétaire général du FLN et un général sont venus à son domicile. Le secrétaire général, c'était Abdelhamid Meri. Et ils sont venus en disant que non, ils allaient prendre en charge son enterrement et donc pour l'enterrer à El Alia. Et à la suite, ma sœur, qui a beaucoup de caractère, a assisté à l'enterrement, ce qui est, je crois, relativement rare dans la religion musulmane, mais elle était présente et elle a entendu un des membres dire, encore une fois, elle nous a tous réunis. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'imagine que même s'il est mort, on parle de lui des années plus tard, grâce à vous bien entendu, mais grâce à quelques bribes, j'imagine qu'on ne lui a pas donné assez justice. Je pense dans les manuels scolaires, dans les livres d'histoire, on n'a pas assez écrit, on peut dire ça de beaucoup de personnages et de personnalités du mouvement national algérien ou bien de la guerre de libération, de toute l'histoire de l'Algérie, on peut dire à peu près la même chose. Mais bravo pour vous parce que vous essayez effectivement de nous rappeler effectivement son importance. Et à travers lui, j'imagine, c'est pas uniquement lui, mais à travers tout aussi, c'est un peu parler de cette histoire un peu méconnue, un peu oubliée de l'Algérie. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Tarek de Dallas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Nous sommes très reconnaissants. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. Et Patrick aussi, j'imagine que vous allez faire d'autres, peut-être, je ne sais pas si un jour on peut imaginer un truc autour de lui en Kabylie, dans son village par exemple, une conférence, une commémoration, voilà, un événement comme ça à travers lui pour parler de l'histoire, mais à travers lui. Bien sûr, possible. Mais... Dans son village, il est très respecté. J'imagine. En tout cas, merci beaucoup encore une fois Tarek des États-Unis. Merci beaucoup Patrick. Je vois que quand vous parlez de lui, vous êtes ému, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup aussi à Benjamin Stora qui a bien voulu nous dire quelques mots sur votre père. Dites-moi si vous voulez dire. En conclusion, moi je voudrais que vous lisiez la dédicace de Ben Youssef Bedrena. Ah oui, volontiers, hein, bien sûr, ça c'est une dédicace. Hein. Oui. De Ben Youssef Ben Khadda aux enfants de Belkacem Rajaf, Yamina c'est votre sœur, Tarek et Amar. Tarek donc c'est vous et Amar c'est vous, voilà, donc c'est un peu le prénom kabyle. Voilà, je dédie ce livre en hommage à Si Belkacem qui a été pour moi un exemple de droiture et de patriotisme et Haïdra le 10 juillet 1990, signé Ben Youssef Ben Khadda, deuxième président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Tarek Rajaf des États-Unis, Patrick, Amar et Tarek, voilà. Et merci beaucoup à vous. ونفكاتياد النظام دي قوسني دي الدون كذولين النظام سياري مارن جاكون دي لهنا أرثي كلت النظام